Les points sur les i, point barre, c'est parti. Oui, on avait, il y a 2 semaines, on avait annoncé un peu le programme de la semaine suivante, mais lundi dernier, pour ceux qui sont tombés sur Radio Campus, il y avait changement d'émetteur, et puis on avait un peu oublié de le signaler. Mais toujours est-il que on est de retour, le collectif Davids de retour sur les ondes de Radio Campus. Aujourd'hui présent... J'espère qu'on vous a pas trop manqué. Non, aujourd'hui présent Simon, Antoine, bonjour. Antec. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et on commence avec une petite musique, le temps de se préparer, de s'installer, et puis de vous faire décoller Kenny Arcana, Nature Sauvage. Comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. À la mémoire des notes, de nos galères et des potes, des coups de sang énormes, petits poids sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se votent, au monde qu'on nous a laissé, aux idées au comport, dans les tripes de nos âmes blessées, aux notes qui s'endorment, la haine au ventre, nos rêves d'enfants, à l'air, au vent, à fond. Voici que reviennent les sauvages, ceux coups et ceux qui dorment dans leur cage dorée, nous sommes une crise et ce qu'on ne dompte pas, écrit sur les toits, de liberté perdue, que la nature entraîne ses droits. Nos poids, souffle sur nos voiles, les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà de vos lois, comme l'amour, comme le temps, comme la mort, comme le vent, comme la vie, comme le grand, bienvenue dans la création, sachez que ce n'est pas la vôtre, libre enfant de Dieu, ce n'est pas votre faute, or que l'on adore sous les canons des ordures, ils ont mis du plomb dans les ailes, alchimistes, on en a fait de l'or pur, dites-leur qu'on ne dort plus, que leur monde est tordu, qu'on évite les torpilles de leur psychique torture, même si ça vous importune, on porte une cause, ami d'infortune, déploie tes ailes et deviens qui tu es, ose. Voici que reviennent les sauvages, ceux coups et ceux qui dorment dans leur cage dorée. Nous sommes une prise et aussitôt, ce qu'on ne dompte pas, écrit sur les toits, de liberté perdue, que la nature reprenne ses droits. Simon qui bat la mesure. Yeah. Bon, alors hier on l'a bien battu la mesure parce que nous en tout cas on sait pas si on vous a manqué, mais vous nous avez manqué parce que moi personnellement la semaine dernière j'ai eu une crise de manque, ce qui fait que je suis venu mardi. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont écouté l'émission Science en ondes avec Casimir, mais parce qu'en fait la semaine dernière on avait prévu de vous annoncer une exposition explosive de l'univers à l'univers rue Georges Danton à Lille, donc une exposition organisée par le collectif Davids, une exposition collective. Il y a pas moins de 11 personnes qui ont mis au moins un coup de crayon sur au moins une œuvre qui est affichée donc pendant une semaine jusqu'au 26 mai.
et qui est visible tous les jours, donc de 17h à 23h lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mercredi, ce sera dès 14h jusqu'à 23h, et puis samedi de 16h à 23h pour le final. Voilà, en plus, vous aurez à chaque fois l'occasion, si vous venez un soir où il y a une projection, à ce moment-là, je vous invite à aller sur le site de l'Univers, l'univers.org, pour voir un petit peu ce qui se fait les soirs où on sera là, parce que en plus de l'exposition explosive, eh bien, il y aura également des projections. Je sais que mercredi après-midi et mercredi soir, c'est plutôt pour les enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sera là l'après-midi, parce que avoir les réactions des gosses face au tableau, on pense que ça pourrait être pas mal. On doit avoir quelque chose sur la Palestine vendredi avec un débat. Et puis après, c'est les soirées courts-métrages. Samedi soir, mardi et samedi, c'est les cours. Ouais, exact. Voilà. Mardi aussi, ouais. Voilà. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Oui, dommage que vous ayez loupé l'ouverture hier, parce qu'il y avait le groupe Les Têtes Ailleurs qui fait vraiment, qui a vraiment mis une bonne ambiance dans la salle d'explosion. Ouais, il y avait donc Les Têtes Ailleurs, alors qu'on vous invite à découvrir sur MySpace d'ailleurs, parce que ils ont pas encore sorti d'album, mais ça ne saurait tarder. Et la page Facebook aussi. Il y a une page Facebook, Les Têtes Ailleurs, voilà. Comme ça s'entend, comme ça s'écrit tout simplement. Et puis il y a donc également des projections des courts-métrages réalisés par Christophe, qui aujourd'hui n'est malheureusement pas avec nous. Il a besoin de se reposer parce que bobo. Et puis et puis est-ce que le mot bobo fait sourire mes camarades? Vous l'entendez sans doute. Les bobos. Les bobos. Et puis donc il y avait projection en boucle toute la soirée des courts-métrages 60 secondes pour percuter, donc réalisé par Christophe et Simon Catelin. Christophe Labille et Simon Catelin. Et puis donc le concert, des lectures de poèmes, enfin ça a été une très 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 belle soirée avec discussion autour d'un verre. Et puis pour celles et ceux qui écoutent régulièrement Campus de midi à 13h le lundi, eh bien c'est aussi l'occasion de venir un petit peu discuter. S'il y a des choses qu'on a dites sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, de venir nous dire les cocos vous déconnez. Et puis s'il y a des choses sur lesquelles que vous aimez, venir nous dire simplement bravo, on vous aime, on vous adore, tout simplement. Voilà, donc n'oubliez pas, l'exposition visible jusqu'au 26 à l'Univers, tous les jours 17h-23h, mercredi à partir de 14h et samedi à partir de 16h. Voilà. C'est ça. Voilà. Et puis, moi aujourd'hui, je voudrais aussi vous parler donc un petit peu de ce nouvel gouvernement. Je vais pas en dire grand-chose parce que on va nous latiner avec tout ça. Et puis dans 3 semaines, ils sont partis, donc on va pas faire semblant d'y croire. Mais n'empêche que un copain de Manuel Valls qui s'appelle Alain Bauer, que vous connaissez déjà peut-être, notamment il a été conseiller de Sarkozy pendant un moment sur la sécurité. C'est lui qui a insisté pour que la criminologie entre comme discipline universitaire, donc selon une certaine vision de la criminologie, parce qu'en fait il faut savoir que ce cher Bauer, moi je l'avais plus ou moins découvert en lisant un peu de Mathieu Rigouste qui avait écrit un bouquin L'ennemi intérieur, dans lequel il essayait de faire une analyse du glissement depuis la guerre d'Algérie, des techniques de guerre contre-insurrectionnelles qui avaient été mises en place pendant la guerre d'Algérie et qui ensuite ce sont des techniques qui ont été transférées vers la police et la gendarmerie pour notamment lutter contre les anarcho-terroristes islamo-prout-prout et intérieur évidemment. Et donc ce cher Bauer était vraiment un maillon fondamental dans ce passage de techniques de guerre contre-insurrectionnelle inspirées de la guerre d'Algérie. Voilà, donc Valls est très ami avec ce monsieur Bauer. Ouais, Bauer c'était un peu si vous voyez pas trop sa tête, le monsieur sécurité de l'émission C'est dans l'air. Il était toujours là pour parler de criminalité. Il était même intitulé expert en criminologie ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il a créé donc une chaire de criminologie dans l'université et qu'il l'a prise, évidemment. Enfin bon, et à côté de ça, il a une entreprise de sécurité. Enfin bon, bref. Il a fait juste une 40aine d'ouvrages sur le thème de la criminalité. C'est pratique d'avoir des étudiants qui grattent. Et ensuite, quand même quelque chose qu'il faut souligner. Vous vous rappelez peut-être l'affaire Coupa, suite au cathéter SNCF, là, qui avait fait tout un bins avec les nouveaux terroristes anarchistes, justement. Alors, il faut savoir que quand le bouquin du Comité Invisible,
intitulé L'insurrection qui vient était sorti et qui avait été notamment mis dans le dossier de l'accusation. C'était quand même la première fois depuis la guerre 39-45 qu'un livre était mis dans le dossier d'accusation, dans les chefs d'inculpation dans un procès. C'était la première fois depuis les années 40, c'est pas mal. Alors il faut savoir que dès que ce bouquin était sorti, L'insurrection qui vient, Alain Bauer s'était précipité d'en acheter une centaine d'exemplaires qu'il avait envoyés à des députés, à des ministres, à des copains à lui dans la police, la gendarmerie, etc., dans l'armée également. Et voilà, un petit coup de doudoudou, histoire de bien marquer le coup. Et donc voilà, je voulais simplement vous parler de ce cher monsieur Bauer, parce que ça me permet aussi de faire le lien, dans le genre sécurité, flicage à mort, de la nomination de Geneviève Fioraso, à l'enseignement supérieur. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre en lisant simplement, oui, je vais oser parler de ce journal Libération. On découvre que cette dame, eh bien, elle dirige depuis 2004 la SEM Minatech Entreprise. Un centre de valorisation industrielle dédié aux micro- et nanotechnologies. Alors je ne sais pas si vous connaissez des sites tels que Pierce et Main d'œuvre, qui en fait sont l'émanation d'un collectif qui, depuis le début des années 2000, bosse très sérieusement sur les questions de flicage, notamment de nanotechnologie et de RFID. Eh bien il se trouve que ce collectif vient de Grenoble, que la SEM Minatech Entreprise est à Grenoble, et qu'elle est principalement l'origine, notamment, de la création de ce collectif, parce que les projets qui étaient mis en œuvre étaient plus que louches, étant donné que là, dernièrement, eh bien, on avait des expériences, tentatives pour éventuellement intégrer des puces RFID dans le cerveau des... alors là, pour l'instant, c'est avec c'est prétexte médical, mais donc la Minatech Entreprise est un maillon très important dans toute la mise en place des nanotechnologies, de tout ce qu'on nous parle comme société augmentée, etc., qui surtout et avant tout permettent un flicage de l'ensemble de la population, d'une traçabilité et de dessiner, on en parlait aussi avec Casimir à Science en Ondes, finalement un système dans lequel le moindre de nos déplacements est tracé. En fait, je faisais le lien avec sur Internet, quand vous avez une boîte mail commerciale, genre Hotmail, Google, Gmail, patati patata, vous allez vous balader un peu sur Internet, et puis ensuite vous revenez sur votre boîte, et puis on vous propose des produits, on vous propose des offres commerciales qui sont typiquement inspirées des derniers déplacements sur Internet que vous avez fait. Donc il y a comme ça cette traçabilité de vos déplacements sur Internet qui permet ensuite de faire des publicités ciblées. Et bien finalement, le monde que voudraient nous vendre des entreprises comme Minatech Entreprise ou comme Morpho aussi, qui met en place la puce RFID dans les cartes d'identité françaises, indiennes aussi, je crois qu'ils font ça aussi en Croatie, enfin bon bref. Eh bien, c'est que finalement, le monde virtuel, quand vous vous baladez sur Internet, ben ce sera exactement la même chose, mais dans notre ville, dans notre vie très concrète de déplacement. La réalité augmentée, c'est ça? C'est ce qu'ils appellent la réalité augmentée. Bonne réponse, Baptiste Bourrel. Ah, la réalité augmentée, c'est un terme... Il y aurait de quoi dire sur la réalité augmentée. C'est clair. Il nous parle aussi de ville ubiquitaire. Moi, j'adore ça. Ubiquité. Ah, oui. La ville ubiquitaire, c'est quand même d'une poésie absolument incroyable. Enfin, c'est... Uburoi. Ouais, c'est du high-tech. Donc voilà, pour ce petit gouvernement qui, je l'espère, ne durera pas trop longtemps, parce qu'avec un... Enfin bon, non, j'espère pas, parce qu'il faudrait quand même que ce soit la gauche qui passe, et surtout le gauche de la gauche. Ouais, tu tombes hyper bien, parce que là j'ai calé dans l'ordi une chanson qui s'appelle Ultime Hyper Total Gauche, par la Parisienne Libérée, à gauche de la gauche de la gauche de l'extrême gauche, et clin d'œil au gang de Tarnac. Qui en veut à la seule ce feu qui déclare la guerre au cardinal. Allô les studios, je suis dans le bureau où est interrogé le terroriste de l'UHT. Ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche de la gauche, de toutes les gauches. Ça fait des mois qu'on te suit, toi et ton groupuscule, on sait tout sur ta vie et celle de ta cellule. Tu t'intéresses au train, tu flânes près des chemins de fer. Si j'en crois les témoins,
t'as même pris les horaires. Dans ta bibliothèque, paraît qu'il y a des bouquins, et d'après notre enquête, t'en as même lu certains. UHT, ultime, hyper, total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime, hyper, total gauche, bien pire que la gauche de la gauche, de toutes les gauches. Fini les projections et les choucroutes parties, l'État dans son action sera direct aussi. Détournement de brouette, là tu risques 20 ans, à moins que ça soit perpète, si t'avoues pas maintenant. Le procureur constate qu'il y a dans ton garage des tudeurs à tomates. C'est pour les sabotages? UHT, ultime, hyper, total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime, hyper, total gauche, bien pire que la gauche de la gauche, de toutes les gauches. Le jugement est tombé, fini le jardinage, pour toi ça va chauffer, sous les navets, la plage. Une bombe atomique demain sera lâchée contre le membre unique de ta communauté. T'étais le premier leader d'un mouvement anarchiste, le seul spéculateur anticapitaliste. UHT, ultime, hyper, total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime, hyper, total gauche, bien pire que la gauche de la gauche, de toutes les gauches. Et si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air, c'est que le vent a soufflé. Oui, si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air et que le vent a soufflé. Qui en veut à la seule ce feu? Boum, c'était la Parisienne libérée avec Ultime, hyper, total gauche. Et vous êtes toujours sur les bonnes ondes de Radio Campus sur le 106,6 avec le collectif David qui, comme tous les lundis, met les points sur les i. Point barre. Oui, merci à Radio Campus qui m'a permis en fait de découvrir plein de morceaux comme celui-ci par exemple que j'avais entendu il y a une semaine ou deux. Enfin non, même plus un peu, mais bref, j'ai découvert en fait en préparant les cadres pour l'exposition, on rappelle l'exposition au cinéma l'univers jusqu'au 26 du collectif. Qui m'a permis de découvrir plein de bons titres comme ça. C'est un plaisir de travailler avec Radio Campus dans les oreilles. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu nous passerais pas notre petit jingle là, qui est sur le bureau, hein? Allez bon, prends le temps, hein, mais. Il est sur le bureau, il est sur le bureau. Et donc, alors moi je voulais aussi vous parler, à moins que Antoine n'enchaîne, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Non, Antoine n'enchaîne pas, donc je vais continuer de parler. Vas-y. Bon. Toujours sur 106,6 avec le collectif David qui décidément prépare toujours aussi bien ses émissions de radio. Christophe, reviens. Non mais t'as très envie de parler de justement de la gestion des populations locales dans les offices HLM, donc vas-y, parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Encore une fois, on est toujours dans ces mêmes thématiques. Ouais. Alors, en fait, voilà, la question étant gestion des populations à risque dans l'attribution des logements sociaux. Déjà, alors il y a l'idée de population qui est assez intéressante, qui est née. Je crois qu'il y a un bon cours de Michel Foucault où il en traite, où la notion de population, qui est d'abord un concept statistique, est née de la statistique. Donc, cette idée de faire des séries de personnes dont on pourrait gérer les tendances ou je sais pas. Qu'on pourrait gérer surtout, c'est le principe même du biopouvoir. Non mais qu'il ne faut pas gérer en fait, donc il faut laisser les tendances se développer et en cas de déviance ramener vers sa tendance dite naturelle. Moyenne. Voilà. La moyenne. Donc on a cette notion de population qui est une notion statistique rapportée à quelque chose qui serait naturel, donc une vision assez positiviste de la société, alliée à cette idée de risque. Et c'est là où les choses sont très intéressantes, parce que quand on attache le risque à la population, ça veut dire que
il y a une population qui est risquée en elle-même, donc naturellement risquée, donc il faut systématiquement gérer, quelle que soit son évolution. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais je pense qu'on sent bien déjà que derrière, on retombe encore dans ce paradigme qu'on retrouve un petit peu partout en ce moment et contre lequel on doit lutter et être vigilant au quotidien, qui est encore une fois ce couple un peu binaire, rendement-risque, une sorte de paradigme espérance-variance qu'on rattacherait à des individus et non plus seulement à des marchés. D'ailleurs, il n'y a plus trop de différence à partir de ce moment-là. Et donc, en fait, là, je m'appuie sur un article d'un chercheur de l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, qui est quand même assez réputé pour être quelque chose de très très rigoureux et qui, a priori, ne prend pas de parti sans avoir derrière un volume d'une bonne 500 de pages pour appuyer sa prise de position. Et donc, là, c'est un article de Patrick Simon qui s'appelle « Logement social et gestion des populations à risque ». Et en fait, il nous explique dans cet article qui est finalement pas si long que ça par rapport au nombre d'informations qu'on peut y trouver. Et donc, je vous invite même à aller retrouver sur Internet. Il est en ligne sur le site réseauville.com. Patrick Simon. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, ce Patrick Simon ? Eh bien, c'est simple. Depuis les années 70 en particulier, on a construit socialement l'idée de population à risque, de certaines populations comme étant sujets à risque. Et bien évidemment tous ceux qui s'écartent de cette fameuse moyenne qui fait figure de norme, moyenne statistique qui fait figure de norme, c'est-à-dire les familles monoparentales rentrent dans ces populations à risque. Nous avons les immigrés, bien évidemment, qui rentrent dans ces populations à risque, les RMistes, les chômeurs, toutes des populations qui, jusque dans les années 70, finalement, les familles monoparentales étaient relativement beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui. Et en revanche, par exemple, l'immigré était considéré comme un bon payeur, parce que c'était un travailleur courageux. Et à partir des années 70, la tendance s'inverse pour en faire une population à risque. Et donc, c'est une population, bien évidemment, construite socialement. Premier point. Deuxième point, en fait, comment finalement c'est intégré dans la logique d'attribution des logements sociaux. Eh bien, c'est intégré par finalement tout ce qu'on appelle cette nouvelle gestion publique. La nouvelle gestion publique, qu'est-ce que c'est ? La nouvelle gestion publique consiste à introduire dans des services publics et dans tout organisme géré par l'État du marché et de la concurrence, parce que le marché et la concurrence seraient gage d'une plus grande efficience. Il s'agirait donc de moderniser l'État-providence. Un État-providence, en fait, que derrière cette nouvelle gestion publique, il s'agit de laminer, puisque, évidemment, cette théorie est inspirée par les néolibéraux qui voudraient tout simplement un État régalien qui ne s'occupe que de la police. Et puis, c'est ça, l'État régalien, c'est même que la police. Oui, c'est l'armée et la défense, police, la protection des populations. Mais c'est même inspiré de toutes ces théories des parties prenantes qui sont un peu vicieuses, parce que à la base il y a quand même cette idée de remoralisation et d'une introduction d'éthique dans le capitalisme, mais fait d'une manière toujours un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une morale d'un vivre ensemble, on aurait un ensemble, chaque individu qui serait porteur d'une morale, presque d'un impératif catégorique qui l'amènerait à prendre ses décisions sous un voile d'ignorance au départ, mais qui, prenant ses décisions en fonction de son intérêt personnel, d'une manière éthique, prendrait en considération le fait qu'il est une partie prenante au milieu d'autres parties prenantes, et donc on aurait encore une fois cette main invisible qui viendrait réguler un petit peu tout ça, mais on devrait le faire de manière morale. Donc chaque individu est porteur d'une éthique, d'une morale du capitalisme, et nous amènerait à finalement, en tant que partie prenante, donc à la fois consommateur, salarié, politique, membre d'un groupe quelconque, d'une association, d'une famille, etc., serait amené à gérer les choses comme ça. Et on applique ce capitalisme kantien, comme les théoriciens de cette théorie des parties prenantes l'ont appelé. Quel poète, c'est des poètes. Ils poètes philosophes, parce que poète philosophe quand même, c'est... Exactement. Non, c'est mystique même, on s'approche de la physique quantique, là, avec du kantien, comme ça. Ils auraient... Ouais, il y a Casimir qui vient d'arriver, je pense qu'il doit s'arracher les cheveux à entendre ce que tu racontes, mais
Oui. Donc du coup, je ne sais plus trop où j'en suis. Je rebondis sur ce que tu disais. Mais j'ai lu un bouquin de Robert Castel il y a pas si longtemps, qui s'appelle justement La gestion des risques. Alors, au début, je me suis dit, chouette, un bouquin Castel qui parle un peu de finance et tout, les risques, machin, c'est mon truc. Et non, en fait, pas du tout. Il parle de la médicalisation de la société, en particulier de ce qu'il appelle de la thérapie pour les normaux. Et où il explique justement quelque chose qui se rapproche de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les années 70, pour gérer médicalement des populations dites à risque dans un but de politique sanitaire, on a mis en place des programmes informatiques probabilistes qui allaient permettre de faire un tri, par exemple, directement entre les personnes qui allaient s'inscrire dans les différents services sociaux pour révéler les familles qu'il faut suivre, pour prendre des mesures préventives avant même que les risques ne se manifestent. Donc on tombe tout de suite dans cette vision normale pathologique des choses qui s'attache fondamentalement à cette notion de population. Et visiblement, ce que l'on fait au travers justement du nouveau management public dans la fonction publique, par l'évaluation des politiques publiques, avec cette notion d'efficacité, sous l'angle d'un couple rendement-risque, est-ce que la société doit engager des fonds ou pas pour y gagner quelque chose, ce qui implique qu'on soit capable d'évaluer l'efficacité d'une politique publique sanitaire, d'une politique publique éducative ou autre. On applique ça également au logement. Donc grosso modo, est-ce que ça vaut le coup de mettre des gens dans des HLM, dans des logements sociaux, et si on le fait, dans lesquels ? D'une certaine manière, est-ce qu'ils vont être rentables, et probablement rentables au-delà simplement d'une simple optique financière, mais rentables d'un point de vue social. Donc, ce qui implique une rentabilité sociale, c'est-à-dire que la société a intérêt à gérer certaines populations d'une certaine manière pour y gagner quelque chose. Et en plus par la négative, surtout pour ne pas y perdre quelque chose. Et c'est ça qui est un peu terrifiant là-dedans. Ça veut dire qu'on est ramené tous à des pathologies potentielles, des virtualités pathologiques, qu'on encadre, qu'on doit encadrer, dont on doit prendre soin, non pas par humanité, enfin gros mot, désolé, mais non pas parce qu'on est des hommes et qu'on vit ensemble et qu'il faut vivre le mieux possible ensemble, mais parce que le fait de vivre ensemble pourrait représenter un risque contre lequel il faut se prémunir. Et c'est cette logique-là, finalement, qui est à l'œuvre, notamment, pas seulement, dans l'attribution des logements sociaux. Voilà. Par les différents acteurs que sont, alors l'État, à travers de la préfecture, le bailleur social, bien évidemment, les collecteurs du 1% logement, et puis, évidemment, les élus de la mairie. Et alors, qu'est-ce qu'elle donne, cette logique d'acteurs, finalement, de ces différents acteurs? De parties prenantes. De parties prenantes, voilà. Eh bien, alors la préfecture, en fait, après quand même plusieurs années, on s'approche des 20-25 ans là, de décentralisation. Il y a eu quelques lois dernièrement pour essayer de lui redonner un petit peu plus de pouvoir, mais avec ces 20-25 ans de décentralisation, finalement, le logement a été complètement confié aux élus locaux. Et donc aux bailleurs sociaux également. Alors des bailleurs sociaux qui, quand même, il faut le souligner, s'intègrent aussi dans cette logique d'hybridation publique-privée qui accompagne main dans la main la nouvelle gestion publique. Alors donc des bailleurs sociaux, il y en a qui sont 100% publics, il y en a quelques-uns, je pense à LMH notamment sur la métropole, l'île Métropole Habitat, il y a Habitat du Littoral à Boulogne-sur-Mer et Calais, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont privés, tels que Villogia et d'autres qui eux, Partenor je crois, quoique Partenor j'ai un doute, et qui eux sont les collecteurs du 1% logement et ensuite construisent des logements, etc. et c'est encadré par la loi. Alors de quoi il s'agit là par rapport à ces bailleurs sociaux? Quelle est leur logique? Alors d'une part, la première, en fait moi ce qui m'a semblé le plus intéressant là-dedans, c'est qu'ils croisent une logique de gestion de population à risque, donc en fonction de certains critères, alors notamment faut pas être immigré, parce que sinon faut pas avoir un nom à consonance un peu trop maghrébine, si c'est polonais aujourd'hui ça passe, y a pas de souci, mais maghrébine ça passera pas. Et donc eh bien, tout simplement, on croise une logique, en fait, cette logique de désignation d'une population à risque, avec une logique financière qui consiste, une logique foncière financière. C'est-à-dire des logements tout neufs, on va pas mettre des populations à risque dedans.
parce que ce serait tout à fait irrationnel d'un point de vue de la nouvelle gestion publique et d'un point de vue de rentabilité, puisque on doit penser désormais les choses en termes de rentabilité sociale ou rentabilité des investissements, même dans le public. Et donc, de quoi il s'agit ? On se retrouve du coup par ce que Patrick Simon nomme, non sans ironie, avec un certain cynisme même, population à risque et discrimination probabiliste, discrimination probabiliste, et de ce qui lui permet de parler de logique systémique. Finalement, c'est plus une logique de système qu'une logique d'acteur. Voilà, alors là-dessus, ça fait beaucoup de vocabulaire quand même financier. Et c'est beaucoup de vocabulaire financier le jeu de langage pour de la finance. Parler de logement social et d'attribution de logements sociaux. Et c'est ça, moi, qui m'a effaré en lisant cet article, sur lequel je suis tombé parce qu'ayant bossé pendant une petite semaine sur Boulogne-sur-Mer et notamment sur la logique d'attribution des logements sociaux, en plus, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce Patrick Simon. Pourquoi je suis pas tout à fait d'accord avec lui ? Parce que ce que j'ai observé, moi, très concrètement à Boulogne-sur-Mer, c'est que il se passe quoi ? C'est pas une discrimination probabiliste. C'est pas non, c'est pas une probabilité discriminatoire ou je ne sais pas quoi. Non. On n'est pas là-dedans. On est vraiment là dans, finalement, on fait remonter les plaintes des anciens habitants qui sont en général des personnes retraitées qui ne supportent pas leurs voisins dès qu'il fait un petit peu trop de bruit, puis parce qu'il est chômeur, et puis parce qu'il s'appelle Mohamed, et puis que nous on est là depuis 30-35 ans dans le quartier, et que c'est chez nous, et que lui il vient foutre son bordel dans les parties communes. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelques-uns de ces anciens habitants qui passent leur temps finalement chez les gardiens d'immeubles d'habitat du littoral pour se plaindre, des gardiens d'immeubles qui ont mission de faire remonter l'ensemble des plaintes et des familles qui sont l'objet de ces plaintes, et qui du coup permet au cadre d'habitat du littoral de dresser des listes de ménages à problème qu'on va ensuite parquer très concrètement dans les logements les plus pourris, dans les immeubles les plus pourris, dans les endroits les plus pourris. Et en fait, moi je m'en suis rendu compte comment ? Pas en partant sur une enquête qui visait à essayer de comprendre l'attribution des logements. Je m'en suis rendu compte parce que je bossais sur un quartier où je voyais qu'il y avait quelques immeubles dans un coin qui étaient vraiment dans un état pitoyable. Et puis en parlant avec les gens, je me rends compte qu'ils me disent tous, ouais, là-bas c'est Chicago, c'est le bordel, c'est que des cassos, etc., etc. Je me dis, mais merde, comment ça se fait qu'ils se retrouvent tous dans ces trucs les plus pourris ? Je me suis vraiment posé la question, enfin, ça me semblait un fruit du hasard un petit peu étrange, cette histoire. Et ben simplement, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que, en effet, les gardiens étaient censés faire remonter, sans du coup savoir les conséquences de leurs actes d'ailleurs, remonter ces informations-là, pour qu'ensuite on dresse des listes de ménages à problème, et notamment dès qu'il y a une politique de rénovation urbaine dans ces quartiers, et qu'il s'agit donc de reloger les gens pendant un certain temps, la durée des travaux, avant qu'ils puissent se réinstaller, et ben en général, ces choses étant signées avec l'ANRU, qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine, 50% des habitants du quartier, après rénovation, ne sont pas relogés dans le quartier. Et comment on choisit ces 50% qui ont le privilège d'être relogés dans des logements neufs et en général construits en semi-individuel, parce que c'est maintenant la nouvelle politique de la ville et du logement social, avec l'éco-habitat et patati et patata. Oui, avec des gens qui ne doivent pas vraiment vivre ensemble. Non, mais surtout voilà, pas. Enfin. C'est des petites maisons, hein, généralement, je pense que c'est un petit peu ça, des petites maisons, voire 2-3 appartements qui ressemblent à une petite maison, non ? On met les gens comme ça, dans du soi-disant collectif. Arbres et on évite les bancs, surtout, parce que les bancs, les gens s'installent et commencent à discuter. Tout à fait. D'ailleurs, je discutais avec un monsieur à Boulogne-sur-Mer qui me disait, oui, bah c'est bien, ils croient qu'ils vont tout changer avec leurs trucs, sauf que ils ont fait que étaler au sol des choses qui étaient en hauteur avec des tours, etc. Mais au final, la misère et les problèmes, faut savoir que le quartier du chemin vert dont il me parlait là en l'occurrence à Boulogne-sur-Mer, c'est du 48% de chômeurs et à peu près autant de personnes qui ont moins de 25 ans dans ce quartier. Donc c'est vraiment les quartiers classés U, c'est patati patata, enfin bon bref. Et donc voilà, on casse tout, on remet tout au sol, comme ça on aplatit tout, c'est sûr, c'est joli, c'est de nouveaux quartiers disciplinaires. C'est tout beau. Quartier disciplinaire, oui et non, parce qu'en fait finalement les populations à risque, elles ne seront pas relogées. Les populations dites à risque, hein. Évidemment, à chaque fois que j'emploie ce terme, je vous en prie, pensez dans votre tête à mettre les guillemets, parce que... Non, mais je pense que ça va, on avait compris. Oui, bien sûr. Mais je tiens quand même à le repréciser. Et donc il y a vraiment finalement ces quartiers vont devenir du logement social high-tech, parce que ceux qui vont être relogés là-dedans ne seront que des populations qui ne sont pas à risque. Donc en fait, finalement, si tu veux, le principe c'est qu'on crée de nouvelles poches de pauvreté encore plus pauvres juste à côté,
Parce que, juste à côté de Transition, là, en l'occurrence, hein, je parle d'un cas concret, il y a Triennale. Triennale, c'est pareil, c'est du logement pourri, des bars, des tours, bonne vieille logique des années 60. Et bien, toutes les personnes qui ne se sont pas relogées, elles vont rester à Triennale, là où elles ont été relogées pendant les travaux. Et Triennale, qui est un quartier qui est de plus en plus pourri, où l'habitat est complètement dégradé, et où, alors là, les taux de chômage, etc., sont encore supérieurs à l'ensemble du quartier dit Chemin Vert, quoi. Donc on coupe la population statistique des gens qui potentiellement devraient avoir accès aux logements sociaux en deux populations, une population dite à risque et une population qui subirait le risque et qu'il faut protéger. Voilà. C'est un petit peu ça. Si on revient à la logique du 19e siècle, c'est d'un côté les bons pauvres, de l'autre les mauvais pauvres. C'est finalement, c'est vieux comme l'antique en fait, tout ça. C'est vieux comme l'antique. Sauf que là, ça se cache derrière des probabilités, du scientifisme. Je crois que c'est le bon mot, du scientifisme. Oui, c'est ça exactement. C'est de la magie, c'est de la poudre aux yeux, quelques mesures statistiques, quelques bilans financiers, et youp la boum, tout est justifié, et toujours aussi, voire plus, discriminant. Et vous êtes toujours sur le 106,6, les bonnes ondes de campus. Dans mon HLM. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mômes qui chouravent, l'opinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine-cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme du 8e, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a jeune cap dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus loggia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et l'assure pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants. C'est vous dire s'il est triste, putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme du 8e, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, les anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instit, y'en a une c'est ma sœur. Ils vivent comme ça relax, y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers les boulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool, putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme du 8e, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées. Elle a sa Mini Cooper, elle allume tout le quartier quand elle sort son cocker. Aux manifs de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides. Elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle lit, putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme du 8e, le HLM. Au quatrième, dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste, même ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait
m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble le soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué, c'est pour dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, la montre du 8ème, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loupard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au 8ème pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant, c'est vous dire si on rêve. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Putain ce qu'il est blême,
Willkommen, bienvenue, welcome. Tous les lundis, de midi à 13h, sur les bonnes ondes de Radio Campus 106.6. Le collectif David Contre Goliath. se faufile entre les grilles du système et met les points sur les i. Point barre. Une émission radioactive. Willkommen, bienvenue, welcome. Et une cabaret, tout cabaret, Radio Campus 106.6. Voilà, bon Simon et Antoine inspirés, continuez. Ouais, moi je voudrais juste faire une petite citation, une fois n'est pas coutume, une citation que cite Erwin Schrödinger dans Physique quantique et représentation du monde, de José Ortega y Gasset. Bon, je ne connais pas bien, donc si jamais ça parle à certains qui nous en disent plus. Une citation justement sur ce qu'il appelle le type savant sans précédent dans l'histoire, qui serait un petit peu le savant, le scientifique de l'homme masse. Donc je vous lis la citation. C'est un homme qui, parmi toutes les choses qu'une personne vraiment cultivée devrait connaître, n'est familier qu'avec une seule science, et qui ne connaît même dans cette science que cette petite partie sur laquelle porte ses propres recherches. Il en arrive au point de proclamer que c'est une vertu de ne pas tenir compte de tout ce qui reste en dehors du domaine étroit qu'il cultive lui-même, et il dénonce comme du dilettantisme la curiosité qui vise à la synthèse de toutes les connaissances. Il arrive que, isolé dans l'étroitesse de son champ de vision, il réussisse effectivement à découvrir de nouveaux faits et à faire avancer sa science, qu'il connaît à peine, faisant ainsi avancer du même coup l'ensemble de la pensée humaine, qu'il ignore résolument. Comment une chose pareille est-elle devenue possible, et comment demeure-t-elle possible ? Car nous devons souligner fortement le caractère aberrant de ce fait indéniable. La science expérimentale a été développée dans une large mesure grâce au travail de personnes fabuleusement médiocres, et même plus que médiocres. Fin de la citation. Donc je trouvais que dans un livre qui traite de physique quantique et représentation du monde, après le jeu de mots de Simon sur le capitalisme kantien et la physique quantique, tombait plutôt à point avec cette normalité qui est au centre de toute cette vision financière des choses, toujours cette loi normale. Je vous conseille d'ailleurs à ce propos un bouquin, Le Signe Noir de
de Nassim Taleb, qui est assez drôle, qui est pas mal. C'est un trader libanais devenu épistémologue. Voilà, je vous le conseille vivement sur ces questions. Alors moi je voulais aussi rebondir sur une dernière chose par rapport à cette question d'attribution de logements sociaux. On a parlé des bailleurs sociaux, de leur logique qui croisait foncier, financier et gestion des populations à risque, ces fameux cassos, n'est-ce pas, que ouais, c'est ça, de la table nous sommes tous d'ailleurs. Faut les appeler comme on les appelle, quoi. Ce sont des cassos. Mais c'est ça, c'est comme des ça. Des cas sociaux. Comme ça qu'on tout est dit là-dedans. Et c'est comme ça que dans les quartiers même ils sont désignés. Et c'est là que je voudrais rebondir là-dessus justement, c'est que les maires des communes, qui évidemment ont plus que leur mot à dire, en tout cas les élus, dans l'attribution des logements, puisqu'ils siègent dans ces comités qui attribuent les logements sociaux, eh bien évidemment sont extrêmement sensibles et à l'écoute des habitants, des anciens habitants respectables, ces bons pauvres, n'est-ce pas, qui vivent depuis longtemps dans le quartier et évidemment se déplacent pour aller voter. Donc ils sont extrêmement sensibles aux plaintes de ces habitants. Et il s'agit bien évidemment de flatter son électorat aussi en les parquant, ces cassos. Parce que, on me disait texto, en fait, je vais vous le dire carrément, le type qui a mis en place tout le projet. Alors, je m'appuie comme exemple concret sur Boulogne-sur-Mer. Il faut savoir que c'est partout. C'est vraiment partout que ça se passe de la même manière. Il y a des petites nuances, évidemment, d'une ville à l'autre, d'un bailleur à l'autre, etc. Et d'ailleurs, on avait un petit coup de fil pendant la plage musicale d'un habitant en tout cas quelqu'un qui travaillait dans les logements à Mons et qui nous appelait simplement pour nous dire, voilà, à Mons ça se passe exactement pareil. Il y a en particulier 2 blocs pourris dans lesquels on parquait tous les population à risque, tous les cassos, tous les gens à problème, parce que c'est toujours ce vocabulaire-là qui revient. Et donc, en tout cas, j'en parlais avec le type qui a mis au point à Boulogne-sur-Mer tout le projet de rénovation urbaine qui a été signé ensuite avec l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, et qui a arrosé de pognon ce projet boulonnais. Il me disait carrément, mais si les gens ils voient des gens qui sont leurs voisins et qui foutent le bordel. Alors faut savoir que ces gens qui considèrent que leurs voisins foutent leur bordel en fait sont très minoritaires et c'est toujours un effet catharsique qui se passe sur ces gens qu'on désigne comme étant les fouteurs de bordel. Non, il s'agit simplement de projeter sur le dos tous les problèmes que j'ai, comme ça hop, il y a un coupable et c'est pratique, c'est la bonne vieille logique vieille comme le monde du bouc émissaire. En tout cas, Boulogne-sur-Mer, c'est ce que j'ai pu observer. Et parce que vraiment, ce dont il se plaignait, c'était vraiment des broutilles, jeter du pain aux oiseaux par les fenêtres, enfin, des affaires comme ça à Boulogne-sur-Mer remontaient jusqu'à la mairie. Enfin, faut voir, ça prenait des proportions absolument considérables pour des détails. Et en gros, eh bien, les élus, qu'est-ce qu'ils font ? Oui, mais vous vous rendez pas compte, si des gens foutent le bordel et qu'on rénove les logements et qu'on les remet dans des beaux logements, mais les gens à côté, ils vont dire « Ah ouais, alors ils foutent le bordel et en plus on les met dans des beaux logements tout neufs, etc. » Le maire, si les gens pensent ça, merde, il va pas se faire réélire. Donc il s'agit quand même de flatter un petit peu tout ça et de surtout pas aller au sens inverse du poil de ces fameux habitants. D'ailleurs, ce qui était assez amusant dans le quartier sur lequel je travaillais, c'est que les résultats du vote au premier tour étaient assez amusants et révélateurs de finalement toutes ces contradictions internes. C'est-à-dire qu'il y avait genre du 35-40% pour Hollande, juste derrière Marine Le Pen, juste derrière Mélenchon et encore derrière Sarkozy à peine 10%. Et ça, c'était pas mal, ce côté, ces grosses contradictions, parce que finalement, on est dans des quartiers aussi, dans des endroits, là, dans ces logements, où y a un nombre de contradictions folles entre des propos racistes et en même temps une espèce de vieux fond de solidarité, de culture ouvrière, d'entraide, d'une forme aussi bien sûr de conformisme social, de contrôle social collectif sur justement les nuisances qui peuvent être occasionnées par l'arrivée de nouveaux habitants. Et donc c'est vraiment un tissu de contradictions, des tissus de contradictions qui font qu'en fait je pense, et ça reste personnel, que mais ceci dit je sais que d'autres sont d'accord avec moi, qu'il y a du coup un glissement extrêmement rapide et facile d'un vote d'extrême gauche à un vote d'extrême droite. Je pense que ce sont il y a des glissements qui peuvent être extrêmement rapides. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal d'enquêtes de sociologie sur le FN qui montrent que pas mal de ces militants sont d'anciens déçus du communisme. Et ça, c'est aussi important de le souligner.
Donc voilà, en tout cas pour le logement social, ce que nous voulions vous dire à travers ces nouvelles politiques qui sont menées est quand même quelque chose qui est intéressant. Et ce qui me permettra de faire le lien avec ce qu'on disait juste avant en parlant de la Minatech entreprise et de Bauer, etc. C'est qu'en fait, moi en tant que étudiant en sociaux, j'ai fait un dossier des premiers semestres sur les RFID, sur toute la logique de mise en place des systèmes RFID dans les services publics sur la métropole lilloise. On avait déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu avec Transpol, avec la carte étudiante de Lille 1, de Lille, de toutes les universités d'ailleurs, avec également la mise en place prochainement d'une carte de vie quotidienne. Tout ça, on en a déjà parlé. Et puis là, aujourd'hui, à travers le logement social, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai à chaque fois, et c'est malgré moi, je suis tombé là-dessus au fil de mes recherches, c'est que finalement, je tombe toujours sur un système révélateur qui est l'application de cette nouvelle gestion publique et de cette hybridation publique-privée qui introduit dans ce qui devrait être politique une espèce de scientifisme quantique, kantien, ils l'appelleront comme ils veulent, qui permet simplement de justifier des politiques de sécurisation, de flicage, de fichage, de traçabilité et de discrimination et donc des politiques simplement dégueulasses avec des arguments probabilistes et des statistiques. C'est typiquement ce que Michel Foucault désignait en parlant de biopouvoir, c'est-à-dire un pouvoir par la science et par la statistique, par le système de la moyenne, qui est donc ce à quoi il faut se conformer, qui n'existe absolument pas, bien évidemment, puisqu'une moyenne, elle ne représentait par personne. Elle n'existe même pas. L'individu moyen n'existe pas. C'est une pure fiction. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, et avec cette introduction dans les logiques dans l'État et dans les services publics de cet système de marché et de concurrence qui repose totalement là-dessus, finalement, eh bien, on se retrouve dans un système complètement aberrant que, je pense, les scientifiques sérieux, courageux, tels que des types comme Patrick Simon, à mon avis, la seule chose où vraiment moi je leur donne tort, en tout cas je ne serai jamais d'accord avec ça, c'est de parler de logique systémique. Non, il y a des acteurs derrière, il y a des gens. Bien sûr il y a une logique systémique, mais ces outils sont mis en place par des gens. Ces outils sont mis en place par un tel. Ils tombent pas du ciel comme ça. Et donc, ça, moi parler de logique systémique, oui, mais qui pas supérieure à celle des acteurs. C'est peut-être plus une logique systématique. Systématique. Voilà, merci Antoine, je suis tout à fait d'accord. Autre logique systématique, Sarkozy disait travail, effort, mérite, et le changement c'est maintenant, Hollande disait travail, mérite, effort, et là je vais passer un petit groupe, les malpolis, on veut pas du travail. Avant de vous quitter, on voudrait vous mettre en garde contre des dangers du nucléaire dont on ne parle pas assez souvent, à savoir les répercussions que le nucléaire peut avoir jusque dans le monde de l'emploi. Dit comme ça peut paraître surprenant, mais n'empêche que ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on mesure un taux de radiation de plus en plus important aux acédiques. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard quand tu seras grand? Je trouvais ça con comme question quand j'étais enfant. Je travaillerai 8 heures par jour, 5 jours par semaine. À ce régime, j'aurai pas le temps de faire ce que j'aime. Des bilans de compétences en stage de formation. Tu te reconnais plus, t'as le vocabulaire d'un patron. Y en a 20 comme toi derrière pour prendre ce job qui a l'air chiant comme l'enfer et payé pour le sop. C'est parti, tu vas produire de la merde en tube et la refourguer à des pauvres gens avec un pot de pub. Ou dans un atelier devenir plus con qu'une machine, jusqu'au jour où en arrivant y a même plus l'usine. Il paraît qu'on veut redonner goût au travail en France, alors faut trouver un goût sucré comme les vacances. De toute façon nous on a déjà trop de trucs à faire, chouette, utile et rigolo qui valent mieux qu'un salaire. On veut
veut pas du travail. On 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 n'est pas des tirs au flanc, parasites et salauds. On fait ça pour le pays, l'idée nous vient d'en haut. Une entreprise monte en bourse quand elle licencie. Comme quoi ne pas bosser, c'est bon pour l'économie. Avec tout ce qu'on produit sans parler de tout ce qu'on jette. Pourquoi tout le monde n'a pas de quoi se remplir une assiette? Se trouver un toit même en ne bossant que le lundi. Et ceux qui veulent une télé, ils y retournent le mardi. On veut pas du travail, 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 on veut pas du travail. On espère qu'on va pouvoir compter sur vous. Pour ceux qui se font quotidiennement chier dans un boulot à la con, ça va pas être dur. Et pour ceux qui sont au chômage, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination, les gars. Ne travaillez jamais, œuvrez toujours. La contre-lobotomie dans les points sur les points barres. Bon, ok, bah en fait voilà, l'émission se termine, les points sur les points barres. Merci beaucoup, vous avez bien développé le thème, je pense. C'est rare qu'on soit si spécialisé dans un seul thème. Si vous nous découvrez, sachez en dénonçant les risques de spécialisation, justement. Voilà, c'est parfait. Mais c'était bien. On est cohérent, on est cohérent. Voilà, hyper cohérent. Et on fait pas que ça dans le collectif David. Il fait pas que parler des HLM et puis des collusions entre politique, économique et tout. Entre deux dessins. Il fait aussi et un poème. Voilà, c'est ça. Entre deux dessins et un poème. Justement, toujours. Il fait aussi une explosion au cinéma L'Univers. Et Simon, il a fait un petit jingle exprès pour ça sur Radio Campus. J'ai même eu les applaudissements. Et c'est pourquoi le collectif Davids met tous les lundis les points sur les i points barres sur les bonnes ondes de Radio Campus, mais aussi s'explose lors d'une exposition du 20 au 26 mai au cinéma L'Univers, rue Danton, métro Porte de Valenciennes à Lille. Soirée sans vernissage le 20 mai à partir de 16h30, au programme court-métrage, poésie et un concert swing avec les têtes ailleurs, bar et petite restauration. Pendant la semaine, l'exposition sera visible du 17h à 23h tous les jours. Plus d'infos sur www.associationdavids.org. On nous cache tout. Donc voilà, rendez-vous cette semaine à l'expo ou la semaine prochaine à la radio. D'ailleurs, désolé de vous avoir caché le vernissage, puisque au final, on vous cache tout, on vous dit rien. On vous laisse avec El Barrio Jazz, ou en tout cas son grand mix. Salut, bonne semaine, rendez-vous 17h-23h, Cinéma L'Univers, ciao.